projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Gabriel Kinsa, un conteur-auteur congolais à la réputation internationale. Sa particularité, du mime, des chants et des caricatures pour des spectacles centrés sur le royaume du Congo. Une civilisation très riche, mais aujourd'hui oubliée, qui régna de longs siècles en Afrique du Sud-Ouest. C'est notre invité du jour. Je raconte donc les contes Congo, je les prends dans la sociologie, dans le vécu, dans la philosophie, dans le dire, le voir, le toucher, le rêver. Direction la place Djema El Fna à Marrakech, où les derniers conteurs marocains livrent un dur combat pour s'imposer face au monde moderne. La richesse de Djema El Fna vient aussi de sa fragilité, c'est ça qui est terrible, c'est sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce patrimoine oral est d'abord et avant tout incarné par les conteurs. Mission protection du plus ancien héritage historique est-africain au musée Ouganda de Kampala, un exemple de préservation du patrimoine à suivre. Ce musée a en fait commencé avec les collections d'arthrographie et plus tard sur d'autres aspects de l'archéologie ou la paléontologie. Aujourd'hui encore, le conte demeure une tradition importante en Afrique. Au Maroc, les conteurs ont transmis histoire et légendes de génération en génération. Un lieu est particulièrement emblématique, la place Djema El Fna, qui a été placée en 2001 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Humour, dérision, poésie, petits et grands drames de la vie quotidienne sont au rendez-vous. Mais ces gardiens de l'histoire populaire sont aujourd'hui en voie de disparition. Nous avions été à la rencontre de cet univers menacé. Regardez. Marrakech, place Djema El Fna, la célèbre place marocaine. Chaque jour, sur ces quelques centaines de mètres carrés, charmeurs de serpents, écrivains publics, jongleurs et autres conteurs transforment cette esplanade en un gigantesque théâtre de plein air, devant quelques milliers de touristes venus des quatre coins du monde. Derrière la cacophonie ambiante, étrange destin que celui de ces fameux conteurs, porteurs de la culture marocaine, aujourd'hui en voie de disparition. En 2001, l'UNESCO lance un signal d'alarme et proclame la place patrimoine oral et immatériel de l'humanité. En fait, la richesse de Djema El Fna vient aussi de sa fragilité, c'est ça qui est terrible, c'est sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce patrimoine oral est d'abord et avant tout incarné par les conteurs. Et ces conteurs ne sont plus que 7. Ils ne sont plus que 7 et la moyenne d'âge est très élevée. Ce matin, alors que les étals de nourriture se mettent en place, Bariz, un des derniers conteurs de la place, n'est pas venu. Il a préféré nous recevoir chez lui. Je connaissais le chemin, je l'ai découvert en 1970. Je n'allais plus au marché du printemps, j'allais à Djema El Fna avec mon sac à la main et ma djellaba. Et je m'asseyais derrière le compteur. Bariz est né il y a 50 ans, dans une famille pauvre, des environs de Marrakech. L'enfance du petit garçon est bercée par les fables animalières de son père. J'ai appris 20 contes à l'âge de 10 ans. La passion que j'avais pour les contes m'animait à tel point que j'avais un désir immense que ce soit moi qui raconte, qui prêche et que les gens m'écoutent. Le soir venu, changement de décor. Une bonne partie de l'esplanade est envahie par les échoppes des restaurateurs de plein air. À côté de l'agitation, des petits attroupements se forment. Et dans la foule souvent compacte, certains s'arrêtent pour écouter, regarder. Avec l'arrivée de la télévision, les choses ne sont plus comme avant. Il y a une régression. Il ne reste vraiment que ceux qui sont motivés pour venir à la place pour entendre ces conteurs. C'est un charme qu'il n'y a pas dans la télévision. Il y a une toute petite partie seulement qui vient écouter les conteurs. Le matin, quand j'y vais et que j'ai de la chance et que je travaille de façon concentrée, je fais 200 dirhams, 2 € en une demi-heure, parfois en moins de temps. Alors je rentre à la maison. La ville a créé il y a 2 ans une association au budget de 30 000 € afin de les soutenir et former la relève de jeunes conteurs. Un geste pour améliorer le quotidien
et encourager les jeunes à suivre les pas des anciens. D'abord, il faut qu'ils soient présents sur la plage Jebel Fna. Deuxièmement, il faut qu'on leur assure un certain minimum mensuel ou de temps en temps. Faute d'une vraie reconnaissance, les conteurs eux-mêmes sont peut-être responsables de leur propre disparition. La chaîne de transmission du savoir a été interrompue et le refus de s'adapter pourrait bien être l'une des clés du phénomène. Comme ils ont appris ce métier, ils auraient pu quand même aussi faire un effort et de le faire apprendre à certains jeunes pour qu'on puisse faire pour assurer une certaine continuité. Il est donc urgent de réactiver le désir de conter. Comment ? Par l'école, en mettant en contact permanent les conteurs et les enfants. Les enfants rient aux grimaces, mimiques du conteur et oublient pour un moment les personnages de Disney. La morale du conte, c'est que nous devons obéir à nos parents et ne pas les décevoir. La deuxième morale, quand ils nous confient un secret, on ne le révèle jamais. Pour sauvegarder cette tradition orale et populaire du conte, toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Et notre invité du jour est précisément de ceux qui font vivre la tradition du conte francophone. Depuis une trentaine d'années, ces spectacles font la part belle à la culture ancestrale de l'ancien royaume Congo. Ils dépeignent avec humour et philosophie un monde où les esprits, la femme, la nature et les animaux jouent le premier rôle. Lionel Cauchois l'a rencontré à Paris. Bonjour Gabriel Kinsa, vous êtes auteur et conteur franco-congolais, un des meilleurs représentants francophones actuels. À travers vos spectacles Les Contes Congo, vous faites découvrir au monde les légendes du royaume Congo avec humour et philosophie. Dites-nous, en quoi consistent ces Contes Congo et quelles sont leurs origines ? Oui, bonjour, merci bien, merci de vous intéresser aux Contes Congo. Donc moi, effectivement, je suis Gabriel Kinsa, je suis né à Boko. Boko se trouve à 130 km de Brazzaville, qui est la capitale du Congo non démocratique, parce que dit-on qu'il y a un Congo dit démocratique. Et donc moi je suis de Boko, Congo-Brazzaville. Voilà. Et donc je suis Congo aussi, donc de l'ancien royaume du Congo, et qui partait du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Congo démocratique jusqu'en Angola. Donc ce grand royaume qui malheureusement a connu des turpitudes, et puis ça a donné ces pays-là que vous connaissez. Et donc moi je suis originaire de ce pays, de ce coin-là du monde, effectivement, de cette population, de ce peuple qui fait à peu près 8 millions de personnes quand même, hein. C'est pas rien. Et donc moi je raconte donc les contes Congo, je les prends dans la sociologie, dans le vécu, dans la philosophie, dans le dire, le voir, le toucher, le rêver de ce peuple-là. Et donc c'est ce que je raconte. Donc en quelque sorte, je vais à travers le monde pour dire le Congo, dire Congo. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. Je m'intéresse à ça, effectivement, parce que je suis passionné de ça. Parce que c'est dire qui suis-je. Voilà. Donc moi, la première fois, on me dit comment tu dis des contes, mais d'où viens-tu, mais d'où viens-tu à force de dire je viens de Boko, je viens de Boko. Mais je me suis dit, mais si je me mettais à raconter finalement ce peuple Congo, ils comprendront qui suis-je. Et c'est ce qui m'amène à travers le monde. Merci. Dans vos spectacles, la nature, les esprits et la femme tiennent un rôle important. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ah, voilà. Vous savez, nous, on est dans ce qu'on appelle le matriarcat, le matrilinéaire. Donc, la famille, c'est du côté de la mère et non du côté du père. Et donc, la famille est très importante chez nous. Et c'est pas seulement papa, maman, comme ici. Mais chez nous, c'est la famille, c'est maman et sa lignée. Et donc, la femme est importante parce que tout vient de la femme, tout part de la femme. Et c'est la femme qui porte, et c'est la femme qui amène, qui est le socle de la famille. Voilà pourquoi la femme est importante dans mes histoires, puisque je raconte ma culture.
Voilà. Mais je raconte ma culture, donc ce sont les personnes, mais ces personnes se trouvent dans un milieu. Et donc je m'intéresse aussi à la faune, je m'intéresse aussi à la flore, je m'intéresse aussi à tout ce qui entoure, aux fleuves, aux ruisseaux, aux collines, à tout ça. Et donc tout ça fait un ensemble, et donc tout ça fait un dépaysement que je vous apporte. Et voilà pourquoi je vous raconte tout ça, et que la femme est importante, et que la nature est aussi très, très importante. Racontez-nous votre histoire. Comment devient-on conteur? Oh, ça, c'est la grande question, ça. Bon, moi, vous savez, je suis du village, je suis né à Boko. Mes parents sont nés là, à Boko. Nous sommes tous de Boko. Et moi, j'ai vécu là, j'ai entendu là. Nous sommes de tradition orale, ce qu'on appelle la littérature orale. Et donc, j'ai écouté depuis mon enfance des histoires racontées soit par ma mère, soit par les gens de passage, soit par des plus vieux du village qui nous racontaient des histoires. Et ces histoires m'ont pénétré, et ces histoires m'ont porté. Et après, je suis allé, ça c'était l'école de notre tradition. Et donc après, je suis allé à l'école, dite l'école moderne. Voilà. Et donc, j'étais à l'école primaire de Boko, je suis allé au collège de Boko. Et de là, je suis parti à Brazzaville pour le lycée. Et je suis allé donc au lycée à Brazzaville. Et après, je suis allé à l'université à Brazzaville avant d'être embarqué vers des univers à découvrir, donc l'Europe, et aller à l'université à Paris. Voilà. Et donc, et comme moi, je transpire cette tradition orale, et comme je foisonne là-dedans, et comme je suis malaxé dans cette culture-là, mais j'arrive à Paris, et d'autres cultures je rencontre, d'autres personnes je rencontre, d'autres gens venus de loin je rencontre, mais ces gens-là, j'ai envie de leur dire qui suis-je. Et donc je me mets moi aussi à raconter devant les Japonais, les Vietnamiens, les Italiens, les Égyptiens, etc., etc. Et donc je dis, et finalement les gens me regardent un peu ébahis parce qu'ils découvrent finalement cette Afrique, mon Afrique, Afrique de fiers guerriers, Afrique, oh quelle Afrique. Et voilà, donc c'est pour ça que moi je suis devenu conteur comme ça, parce que je voulais dire qui j'étais. Parlons maintenant de votre association, c'est la Innovation Pool. Comment est-elle née et quel est son objectif ? Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on est ensemble et qu'on essaie de mener des actions en direction de Boko, mais plus généralement en direction du Pool. Et donc, on porte le matériel pédagogique pour les enfants. On a aussi ambition d'apporter des choses pour les agriculteurs, même pour les dispensaires. Donc, un peu de tout pour essayer un peu de développer un peu cette région qui en a connu pas mal de choses un peu désagréables. Donc, voilà pourquoi on s'est mis en association, SALA, Innovation, Pool, SIP. SALA, ce qui veut dire travailler pour, voilà, innovation, vous savez ce que c'est, pour le pool, donc travailler pour le pool. Voilà. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. C'est un lieu incontournable en Ouganda. Musique traditionnelle, archéologie, ethnographie, paléontologie, on peut dire que le musée Ouganda de Kampala conserve toute la mémoire de l'Afrique de l'Est et d'un passé distant de plusieurs milliers d'années. Un travail remarquable qui a incité la Banque mondiale à financer une extension des bâtiments de cette institution culturelle hors norme. Notre journaliste Kenny Kiza s'est rendu sur place pour en savoir plus. Regardez. Cet édifice est situé au sommet d'une colline dans le vieux Kampala, l'une des collines sur lesquelles cette capitale a été fondée. Son nom, Fort Lugard, est dérivé de la personne qui l'a édifié ici, Frederick Lugard, ancien soldat britannique, mercenaire, explorateur de l'Afrique et administrateur colonial en Ouganda. C'est donc ici, sur la colline Old Kampala, que le musée de l'Ouganda a été créé au début du XIXe siècle. Au fur et à mesure que le nombre de collections augmentait, le lieu devenait trop petit et le besoin de déménager dans un espace plus grand s'est fait ressentir. Et ainsi, c'est sur la colline de Kitante que le musée de l'Ouganda a finalement été installé. Une variété d'objets d'intérêt historique, scientifique, artistique et culturel sont stockés et exposés ici.
Ce musée a en fait commencé avec les collections d'arthrographie et plus tard sur d'autres aspects de l'archéologie ou la paléontologie. Le musée est divisé en différentes sections qui sont en fait un peu thématiques, y compris la science et l'industrie, et ici, où nous nous trouvons, c'est la section musique traditionnelle. L'âge de pierre de l'Ouganda, l'ethnographie qui parle généralement de l'aspect culturel de l'Ouganda, et qui sont en fait les collections de base qui ont été créées pour ce musée. Ensuite, nous avons la section d'histoire naturelle. Le Musée national de l'Ouganda offre des services éducatifs sous forme de démonstrations, de programmes de sensibilisation et d'ateliers, entre autres. Ce singe fossile qui a été découvert dans le nord-est de l'Ouganda fait partie d'une collection unique dans ce musée. Lors de sa découverte, les archéologues français ont travaillé en collaboration avec le gouvernement ougandais et ont emmené le fossile en France où il a été soumis à une analyse critique et à un examen pendant une année entière. Cet hominidé date d'il y a environ 18 millions d'années et il avait un cerveau proche de celui des êtres humains. Il a des caractéristiques comme des sinus durs qui le rapprochent de l'être humain. Que peut-on en déduire ? Il y a 18 millions d'années, ces espèces qui vivaient, quels étaient leurs comportements ? Vous savez, c'est à travers ces ADN et ces analyses que nous pouvons répondre à ces questions. Ce Wheeler, une Ford de 1952, est l'une des rares collections historiques exposées au musée. C'est une donation au musée par une société privée britannique qui opérait en Ouganda à l'époque coloniale. Ceci nous raconte en fait un peu l'histoire de l'automobile en Ouganda, et si vous essayez de la regarder de près, vous pouvez voir qu'elle est vraiment différente des voitures Ford qui sont actuellement produites et bien sûr d'autres types de voitures. Nous avons ici un aperçu à quoi ressemblaient réellement les automobiles à l'époque coloniale. Ainsi, récemment, le musée a introduit une innovation avec des véhicules d'exposition qui ont été officiellement utilisés par les présidents de l'Ouganda depuis l'indépendance. Exemple, avec cette Rolls-Royce qui était conduite par le Royal Sir Edward Mutesa II, qui fut le tout premier président de l'Ouganda après l'indépendance. Dans un autre registre ici, ces huttes au toit de chaume illustrent une partie des modes de vie traditionnels des différentes tribus en Ouganda. Une autre activité historique qui a eu lieu en Ouganda durant de longues années et qui a traversé des siècles à travers la mémoire de nombreuses personnes, y compris les citoyens locaux, c'est l'extraction du pétrole. Quant à cette exposition ici, elle présente les événements historiques dont l'industrie pétrolière ougandaise a été le témoin au fil des ans. L'apparition de l'or noir en Ouganda remonte à 1920, lorsque des études préliminaires sur le pétrole ont été effectuées. C'est une façon de faire également savoir aux Ougandais ce que leur pays détient. Une façon de donner la chance aux jeunes Ougandais de développer un intérêt et aussi de saisir des opportunités en ce qui concerne les études dans le secteur du pétrole et du gaz. Enfin, c'est surtout une plateforme pour tous les Ougandais afin de vraiment trouver des opportunités économiques et financières dans ce secteur. Au fil du temps, de plus en plus d'objets anciens ont été collectés, créant ainsi un nouveau besoin d'espace toujours plus grand pour les exposer. Comme vous pouvez le voir, c'est un musée national dans lequel nous nous trouvons. Oui, il y a suffisamment d'artefacts et d'informations, mais en termes d'espace, c'est limité. Et c'est ainsi à cause de la demande. Et nous avons pensé qu'il serait prudent de travailler sur un projet d'expansion. Une fois terminé, c'est un nouveau look que prendra le musée ougandais, avec une structure à 4 étages comprenant un laboratoire moderne dans lequel les analyses et l'examen des artefacts collectés pourront être effectués localement, mais aussi plusieurs salles d'exposition, de nombreux bureaux et une salle high-tech hautement sécurisée.
Nous allons étudier diverses options pour voir, vous savez, comment nous pouvons gérer au mieux cet endroit pour qu'à la fin, ou peut-être au cours des 5 prochaines années, nous soyons autonomes, sans toujours avoir recours au financement du gouvernement ou des donateurs. En regardant notre 3e volet du plan de développement national, nous cherchons à augmenter les emplois et à élargir la gamme de produits, ce qui signifie le tourisme avec toute une gamme de produits. Ce projet stimulera non seulement le secteur du tourisme en Ouganda, mais contribuera également à la création d'emplois et à l'élévation du niveau des travaux de recherche, non seulement en Ouganda, mais aussi dans le monde entier. Nous retrouvons Gabriel Kinsa pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il nous raconte plus en détail pourquoi il a monté une association d'aide aux enfants de Boko, sa ville natale de la République du Congo, et aussi un projet de soutien scolaire en ligne. Écoutons-le. Pourquoi avoir créé cette association et quelles sont les difficultés ou les besoins que vous avez rencontrés sur le terrain? Alors, pourquoi avoir créé l'association? Je pense que la question ne se pose même pas parce que fallait bien se mettre ensemble devant les difficultés que nous avons là-bas. Nous ne devons pas rester indifférents devant les enfants qui ne vont pas correctement à l'école, devant les mamans qui souffrent avec leur bébé, devant le dispensaire qui manque de tout. Et donc, on s'est dit, nous, on est un peu à l'abri. Et donc, on a essayé un peu de se mettre ensemble pour pouvoir contribuer à soulever, à soulager la population de Boko. Avec votre association, vous contribuez concrètement à améliorer les conditions d'enseignement des élèves de Boko. Mais question financement, comment faites-vous? Eh bien, question financement, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Mais en attendant, pour commencer, il a fallu mettre la main à la poche. Donc, chaque membre de l'association a contribué, a donné quelque chose. Par exemple, pour Boko, on avait mis à chacun de donner 100 euros, 100 euros, 100 euros. Et avec cet argent-là, naturellement, on a pu avoir des ordinateurs que nous avons donc expédiés à Boko, qui vont être installés ce mois-ci. Et voilà, donc c'est beaucoup plus pour commencer avec nos moyens à nous et peut-être qu'on ambitionne d'avoir des moyens supplémentaires ou complémentaires à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est la main à la poche. N'avez-vous pas souffert du contexte Covid? Alors, le Covid ou la Covid, comme vous voulez, et si on en a souffert un peu, parce qu'à Boko, il a fallu quand même des masques. Et donc, nous avons aussi là fait une cagnotte sur Internet. On a réussi à avoir un peu d'argent. Et cet argent, nous avons acheté donc des pagnes là-bas au Congo. Et on a, avec les tailleurs de Boko, ils ont fabriqué des masques. Et ces masques qui sont confortables, qui sont bien, qui sont aux normes. Parce qu'on a trouvé des normes qu'il fallait respecter. Et donc, finalement, tous les habitants de Boko, ils ont eu des masques. Et voilà, et puis on a mis de l'eau pour un peu de savon pour laver les mains, surtout dans les marchés, les dispensaires et puis à l'école. Donc, voilà. Dans un mois, vous allez inaugurer un projet ambitieux de soutien scolaire en ligne à partir de la France. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il consiste? Alors, il consiste tout simplement, c'est avec beaucoup de difficultés, donc à faire un soutien scolaire, mais pas comme on l'entend, parce que nous sommes en France, et les enfants sont à Boko. Et l'Internet existe à Boko. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a installé une salle de multimédia avec les 15 postes d'ordinateurs, et à partir de là, depuis la France, on va faire le soutien scolaire en français, en mathématiques, en physique, en sciences et vie de la Terre aussi, avec des professeurs qui sont ici en France, des amis congolais, mais aussi des Français, mais aussi des Anglais et d'autres personnes qu'on pourrait trouver. Et donc faire cette école à distance et profiter de l'Internet pour pouvoir apporter l'école au fin fond de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de ce projet? Pourquoi l'avez-vous mis en place?
Oui, nous l'avons mis en place tout simplement parce qu'on a constaté, c'est facile à constater, que nous, on était démunis d'un point de vue numérique. Contrairement à certaines villes du Congo, dont je suis obligé de taire les noms, qui, eux, bénéficient de tout ce qui est moderne, des ordinateurs. Chaque enfant a son ordinateur et les classes sont bien propres. Et nous, on n'a rien de tout ça dans le village de Boko. Et par exemple, l'année dernière, officiellement, l'État congolais ne nous a envoyé qu'un seul enseignant, et enseignant d'éducation physique. Donc on manquait de professeurs de maths, de professeurs de physique, de professeurs d'anglais, de professeurs de français, de professeurs de chimie. Et on n'avait que le professeur d'éducation physique, de sport. Donc, mais il faut faire quelque chose. Mais nous, comme on ne peut pas se transporter, aller nous à Boko, faire l'enseignement nous-mêmes, eh bien, nous profitons de ce que nous offre la technique pour le faire depuis ici. Et donc, pour essayer un peu de combler le vide qu'il y a, ou le retard qu'il y a entre les enfants de Boko et les enfants de certaines villes du Congo. Alors, d'où vient ce problème de pénurie de professeurs, selon vous, et comment faire pour y remédier ? Alors, donc, cette pénurie de professeurs, naturellement, parce que, on ne les recrute pas alors qu'ils sont formés. Alors, comment y remédier ? En dehors du fait qu'il faut vraiment les recruter et les mettre devant les élèves, mais il y a effectivement le numérique qui peut voler au secours de tout ça. Donc, de par le monde, on peut avoir des enseignants, des gens retraités ou pas, qui peuvent nous donner des cours comme ça en direct, 15 minutes par ici, 1 heure par là. Et à ce moment-là, on essaye un peu de mettre naturellement les enfants, finalement, devant un enseignement. Et donc, qu'ils apprennent, la place d'un enfant, c'est aller à l'école et non de rester à traîner dans la rue et à devenir enfant de rue. Non, c'est à l'école. Et donc, pour cela, le numérique pourrait être vraiment un outil à développer. Revenons maintenant à votre actualité. Vous préparez l'écriture d'un 3e roman. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, si vous voulez. Donc, comme je suis aussi auteur, donc j'ai écrit pas mal d'albums pour jeunesse, mais j'écris aussi des romans. Et là, je suis sur un roman d'un enfant ou d'un monsieur qui retourne au village et qui retourne dans la classe où il était avant et qui finalement se revit un peu les beaux moments comme les moments difficiles passés en classe avec son enseignant qui lui a marqué. Et donc ça se déroule là. Évidemment, c'est une occasion de pouvoir parler de la vie au village, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, mais aussi des rencontres, des amours, des bagarres, des choses comme ça, de tout ce qu'il y a au milieu, ou des enfants ou des adultes. C'est un roman qui va être très très chaud et très bien, et voilà, et donc on espère qu'il va sortir à la rentrée. Alors vous pouvez nous indiquer le titre de ce nouveau roman à venir ? Le roman à venir, il va s'appeler, enfin il aura comme titre « L'ivresse de la mémoire ». Moi, je tiens à ce titre, mais aussi, bon, l'éditeur, évidemment, pourra peut-être changer le titre, mais j'espère que non. Donc, l'ivresse de la mémoire. Donc, effectivement, repartir dans la mémoire, vivre avec la mémoire, partir avec la mémoire, s'enivrer dans la mémoire, avec la mémoire. Joli titre. Merci à vous, M. Kinsa. Merci beaucoup, merci. Et je vous invite à venir un jour à Boko, constater de vous-même ce qui se fait là-bas. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Gabriel Kinsa ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.